Et du coup, puisqu'on a beaucoup de retours sur des sorties à vous faire ce mois-ci. Bonjour à tous, c'est Luchisco. Puisque vous n'avez pas d'intro dans cette vidéo, je vous dois des explications. Mais avant ça, je tiens fortement à m'excuser. Pendant l'encodage de ce replay, il n'y avait pas du tout le son de l'intro. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé grand-chose. Sullivan vous disait bonjour et nous présentait moi, à savoir Luchisco, et Jérôme Lachasse, qui était invité sur ce Tsukimi. En parlant de Tsukimi, le prochain se déroulera le 3 mai. Donc n'hésitez pas à retenir la date et nous faire un petit coucou sur Twitch. Salut et bon visionnage. Notamment, alors on va tricher un petit peu, comme dans la vidéo d'ailleurs que vous allez découvrir à la fin de l'émission, en vous reparlant d'un titre sorti à la fin du mois de mars, donc techniquement il y a une semaine, 2 semaines, Ouais. Bon, quelque chose comme ça. Je suis un peu perdu avec les dates, hein, excusez-moi. Et puis c'est la reprise du Tsukimi, donc soyez indulgents. Une petite semaine. D'ailleurs, merci infiniment à Eichel pour avoir assuré l'intérim de très très belle manière au mois de mars. Et merci à tous ceux pour l'accueil que vous avez fait parce qu'il a cartonné. Merci infiniment, ouais, c'était Eichel. cool. Et on a fait ça très rapidement, mais c'était bien quand même. Non, c'était très bien, t'inquiète. Bon, d'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas vraiment de durée prévue dans les différents épisodes de Tsukimi, donc c'est pas gênant d'être un peu plus rapide. Aujourd'hui, évidemment, on va revenir sur la longue carrière de notre invité Jérôme Lachasse. Vous le savez, on se connaît un petit peu avec Jérôme dans le privé, donc je vais aussi avoir la chance de découvrir des choses sur son enfance. Il va se livrer comme jamais, il est sur le canapé, il est très bien installé. Sur le divan. Sur le divan de Tsukimi. Et avant ça, on va revenir donc sur les sorties du mois d'avril et un petit peu plus, comme je vous l'ai dit, Mikazuki, jingle. Il est là, Bibliomania, il est dans mes mains. J'espère qu'il est dans les vôtres aussi depuis la fin mars du coup, parce que c'est un bouquin extrêmement important pour nous, vous le savez, bouquin annoncé en 2021, qui est enfin sorti en librairie après un report de quelques mois du coup, puisqu'au départ il devait sortir en novembre 2022, si je me mélange pas trop avec les dates, il me semble que c'est ça, puisque ça devait être Ibugi Shiden au mois de décembre. Merci Eichel de vérifier les dates pour moi. Pourquoi vous parlez de Bibliomania? Bon, déjà parce que c'est une sortie toute récente, voire la plus récente, puisque la plus récente techniquement c'est Night of the Living 4, mais on y revient juste après, qui est sortie littéralement aujourd'hui en librairie. Mais Bibliomania, c'est une sortie particulière et surtout on a une très bonne nouvelle à vous partager, qu'on voulait vous partager pour ce retour dans Tsukimi, c'est que le titre a fait un très beau démarrage pour sa première semaine. Donc on espère que la deuxième, qui est celle où on se parle là en ce moment, sera tout aussi bonne, mais vraiment on est super content. Merci beaucoup de l'accueil que vous lui avez fait. Que ce soit d'un point de vue critique, puisqu'on a vu beaucoup de papiers aussi passer, il y a une belle revue de presse, je pense, qui va arriver sur le titre, puisqu'il y a énormément de tentatives d'exégèse aussi qui sont déjà arrivées malgré sa sortie toute récente, notamment Meloku qui lui a consacré un super papier, notre cher Moreau aussi qui a notamment pointé certaines références graphiques avec Hideaki Anno et Evangelion. Je vous conseille de suivre Morolian sur Twitter bien évidemment parce que c'est toujours hyper instructif et largement au-delà des titres Mangetsu par ailleurs, notamment si vous aimez les bons jeux vidéo japonais. Et que donc ce succès nous fait super chaud au cœur parce que on s'avançait un petit peu sans aucune certitude ni aucune garantie avec un bouquin comme Bibliomania qui est donc à 22,90 €, qui est un grand format, qui est dans le sens de lecture occidentale mais qui est bien réalisé au Japon par des auteurs japonais, un duo d'auteurs japonais, Machiro et Orval, du coup qui l'ont réalisé il y a quelques années. Et on était un peu dans le doute avec cette fab qui est inédite pour la France. Du coup, c'est un projet qui a vraiment été imaginé. Sa belle dorure, du coup, sur le côté, je suis obligé de vous la montrer. Regardez comme elle est belle. Vraiment, c'est un projet sur lequel toute l'équipe a beaucoup donné, notamment Axel et Marc à la fab, qui ont vraiment beaucoup réfléchi là-dessus. Petite annonce d'ailleurs, vous aurez une interview réalisée par Valentin Paco qui arrive, je crois, cette semaine, normalement jeudi prochain, des deux auteurs qui reviennent sur la genèse de Bibliomania avec pas mal de choses. Regardez bien ce signet, vous verrez, c'est un petit teaser de ce que vous découvrirez dans l'interview. Et vraiment, on est hyper content parce que qui dit projet différent, dit projet un peu risqué et tout ça, et on ne savait pas, encore une fois, où on mettait les pieds, et l'accueil est très bon, donc voilà. Je voulais vous partager la bonne nouvelle. Si vous ne l'avez pas encore découvert, redescendez toutes les portes avec Alice, et puis surtout, venez nous en parler derrière. Je pense que c'est un bouquin qui, en plus, mérite la relecture. Toi, Jérôme, tu l'avais lu il y a un moment, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je l'ai relu là pour la sortie.
Du coup, avec un œil beaucoup plus extérieur, du coup, puisque la prod, je vous l'ai dit, remonte à l'automne dernier, voire bien avant, parce que c'était une prod où on était un peu en avance. Et j'ai pris une tarte en voyant des choses que j'avais pas vues la première fois et tout. Ça se lit très bien, ça se dévore comme un film et tout. Donc voilà. Foncez sur Bibliomania, s'il vous plaît, c'est dispo en librairie. Et si c'est pas dispo chez votre libraire ou qu'il peut pas restocker, on réimprime déjà. Parce que je vous le dis, je crois qu'il en restait à peine quelques centaines en stock et ça part là tous les jours assez vite. Donc si vous êtes libraire, et que vous voulez faire du réassort, prenez ce conseil et commandez dès maintenant sur Dilicom du coup, parce que voilà, ce sera à mon avis rapidement en rupture. En tout cas en rupture fournisseur, ce qui veut dire qu'il y en aura encore dans les magasins et les librairies qui en ont encore à vendre, qui en ont commandé suffisamment. Par contre, si votre libraire ne l'a pas, ou si vous êtes libraire et que vous ne l'avez plus, eh bien, c'est le moment, parce que sinon après il n'y en aura plus pendant... Allez, on va se dire 2-3 mois, grand minimum. Oh non. Plutôt 3-4 mois. Bah oui, mais tu sais, c'est la crise du carton. Donc, réimprimer du cartonné, malheureusement, ça prend du temps. Et voilà. Donc, après, ça reviendra du coup autour de Japan Expo, je pense, dans ces eaux-là. Du coup, on est au mois d'avril, là, c'est ça. Donc, ouais, rajouter 3 mois, ça nous amène à peu près à Japan Expo. Ensuite, ce mois-ci, aujourd'hui même, du coup. Un autre duo japonais, Hawkman et Mecha Roots, qui nous livre Night of the Living Cat, série complètement barrée, un peu notre série What the Fuck de l'année. Mais avec plein de références au cinéma, et ça, je surkiffe. Exactement, parce que Michael, tu l'as lu récemment en plus, toi, du coup. Moi, je l'avais lu avant qu'on l'imprime, du coup, avant qu'on l'envoie en impression, et après, je l'ai relu en version papier. Vous en avez une juste là. Les fans d'Alien, Ouais. Si vous avez des yeux bioniques, vous pouvez la voir juste là. Il y a des fans Effectivement, d'Alien, c'est il y a des blindé fans... de références. Il y a des refs à Alien, il y a des refs au film de George Romero, À fond. et globalement... L'existence même du manga, d'ailleurs. Ouais, est un d'ailleurs, même hommage la à George couverture, Romero. on avait repris le logo de Night of the Living Dead, donc le Mhm. titre qui s'inspire dessus, enfin, en dessous la jaquette, du coup. Mhm. J'avais tenté de reprendre un peu le même logotype, et puis c'était cool. Et aussi, évidemment, donc vous le voyez juste là, avec cette espèce de poster de film, du coup, un peu Ouais. film d'exploitation, film de genre très 70s et tout, qui est super joli. Encore une fois, je vous conseille d'enlever les jaquettes chez Mangetsu, il y a souvent des petites surprises. Et manga post-apo, du coup, on ne l'a pas dit, manga d'horreur évidemment. Enfin, d'horreur, attention, on est sur des chats zombies, même si le zombie, c'est pas forcément le bon terme. Univers post-apo très Hokuto no Ken, hyper bien gratté. Je pense que c'est le truc qui saute vraiment aux yeux quand on découvre Night of the Living Cat. C'est qu'en termes de dessin, Mecha Roots est un gros bourrin. Il en met partout, il y a des traits partout. En plus, j'aime beaucoup parce que il est dans ce style très hyper detailed, très voilà, un peu l'école Frank Whiteley, Mobiusienne, comme on dit, si on veut ramener un petit peu ça à la France. Là, il y a une lune, j'ai choisi cette image exprès, parce qu'il y a une lune, c'est Exactement. Tsukimi, on en parle. Voilà. Exactement. Bien vu, il est bon. Il est Ah, bon. on essaye. Bon, après, si on compte le nombre de pleines lunes qu'il y a dans les mangas chez Il Mangetsu, y en a trop. en fait, le fait d'avoir une collection qui s'appelle Mangetsu, je vous avoue, on fait beaucoup plus attention aux pleines lunes et il y a des pleines lunes partout dans les mangas en fait. C'est assez génial pour Choisir nous. tes mangas. S'il y a des lunes, tu prends. Et si c'est- Tu veux un teaser? Ouais. Peut-être Non, que- arrête. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des histoires Si qui ton aiment bien la manga se peine. passe en plein soleil, tu ne prends pas quoi. Si, on peut. Non, évidemment. Mais par contre, c'est sûr qu'un manga où la pleine lune est un élément central de la narration, évidemment que ça nous attire un petit peu plus que la moyenne. Série qui est en 3 tomes en cours au Japon, du coup. On va donc rapidement rattraper la parution japonaise de fait, puisque vous aurez un tome tous les 2 mois là, dans les prochaines semaines. Très bonne traduction de François Boulanger, qu'on salue très fort. Très bon lettrage aussi du coffre à pixels, qu'on livré un super taf dessus. La couve est un petit peu modifiée par rapport au Japon, notamment avec ce jaune qu'on a rajouté du coup sur la C4 et sur la C1, comme ça, sur l'ensemble de la jaquette. Vous en avez en plus un petit peu d'éléments sur le dos. Donc avec une récurrence de couleurs et tout ça. Et vraiment, c'est un très bon titre. Alors, c'est pas le titre le plus prise de tête de l'année, on va pas se mentir. Mais en même temps, de la post-apocalypse, des chats, des références au cinéma d'horreur 70s, 80s et tout. Bah voilà, on aime bien. Tout simplement. Donc c'est dispo en librairie depuis aujourd'hui. Ça coûte 7,90 €. Et je vous conseille de vous jeter dessus, bien évidemment. Toujours dans les sorties du mois d'avril. Mais alors lui n'est pas sorti aujourd'hui. Si Non. La semaine prochaine. Non, il n'y a que Night of Living Dead Oui, c'est et ça, 2 autres aujourd'hui. titres qui sortent. Oui, parce que petite nouveauté, je ne sais pas si on l'avait dit dans Tsukimi, désormais, parce qu'il y a de plus en plus de sorties tous les mois chez Mangetsu, on ventile, comme on dit dans notre langage un peu barbare de l'édition, les sorties sur les différents offices du mois. Un office, c'est quoi? C'est un mercredi dans le mois, en fait, en gros. Et donc, vous n'avez plus tout... auparavant, on sortait tout le premier mercredi du mois. Le problème, c'est qu'on ne va pas arriver avec tout ça. d'un coup, ouais. Attendez que je vous sorte la pile. On va pas arriver avec tout ça le premier mercredi du mois. Donc désormais,
Vous avez des séries qui sont ventilées globalement sur le mois et souvent le lancement du mois en question en début de mois ou en toute fin de mois, comme c'était le cas de Bibliomania ou d'un autre titre dont on va reparler juste après, qui est un titre très important pour nous. Mais avant ça, et dont on va reparler avec Jérôme aussi d'ailleurs, autre petit teaser. Avant ça, Golden Guy tome 5 de Jun Watanabe, série très très chère à notre cœur. Michael et moi, on est très très fans évidemment. Toujours une très belle DA de mon cher Luchisco évidemment, avec une très belle couve. Celle-ci est vraiment très très belle. Bon, elles sont toutes super belles, hein, Golden Guy. Mais... Et d'ailleurs, lui et moi, on partage un truc. Je sais pas si tu te Qu'est-ce qu'il souviens. va dire comme encadré? La cicatrice. Je partage la cicatrice avec lui. Ok. Quoi? Bah, tu sais, là, j'ai la cicatrice. Ah mais oui, c'est vrai. Je partage la cicatrice Harry cicatrice Potter. avec... C'est vrai, tu as un avec peu ce cher la... monsieur. Avec Guy, du coup. Voilà. Ce cher Je Guy. suis un peu comme lui. Ça va être triste ce soir. C'est la fin du premier arc, Golden Gate Tome 5. C'est hyper important. Pour tout vous dire, on avait même hésité à rebooter la série, ou notamment à lui mettre un système de saison. Et donc ça aurait été le season final de la saison 1, parce qu'il y a vraiment une fin de saison pour le coup telle quelle. Et que Jun Watanabe, vous le savez si vous connaissez l'auteur depuis Montage notamment, c'est quelqu'un qui s'inspire énormément des mises en scène de séries télé et des rythmes de séries télé. Et des jeux vidéo, parce que c'est énormément inspiré de Yakuza le jeu. Bah forcément. Ah oui. forcément. Donc, De toute façon, le quartier de Golden Guy au Japon est à Kabukicho, Ouais. l'endroit où se passent tous les jeux Yakuza. Donc de fait, il y a évidemment un peu de référence, même si tout ne se passe pas évidemment à Kabukicho, Exact. voire même très peu de choses se passent à Kabukicho. Dans Golden Guy, c'est un peu un pied de nez que l'auteur a fait, du coup avec le nom, parce que le personnage s'appelle Guy, mais c'est Golden Guy G-U-Y, dans le titre et tout ça. Bref, lisez la série si vous voulez en savoir plus de toute façon. On a bouclé la prod du tome 6 il y a peu de temps, ça repart tambour battant. Ouais, et en plus, pour moi, c'est la meilleure couverture. Elle est très très belle, la jaquette. Le tome du 6 Oui. Mais il est pire que moi, moi je sauce trop les gens, mais lui c'est pareil. Tu utilises beaucoup trop là. Par Ouais. C'est pour ça que c'est un bon commentateur de Tsukimi Michael. C'est que comme moi, tous les mangas, c'est son nouveau manga préféré. Mais c'est vrai, ceci dit, que la coupe du tome 6 est chambée. Ouais. Perso, si je devais choisir, ce serait peut-être le 1 et la 5. Parce que celle-là est vraiment. Le gris marche très très bien. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est pas. bah, j'ai galéré parce que j'ai eu peur qu'ils fondent trop avec le noir, donc j'ai essayé de prendre un gris le plus clair possible. Et même sur la C4 et le dos, c'est très visible. Alors Non, que... ouais, franchement, très très bien. Et donc, dénouement explosif, évidemment. Toujours un lettrage de Spade, qu'on salue très fort aussi. Toujours une traduction, pardon, je vais y arriver, de Vincent Marcantonini. Et c'est toujours dispo en librairie. Tout le premier arc est dispo désormais. Donc, vous pouvez vous envoyer une bonne série télé quand vous voulez chez votre libraire. Le 19, il sera disponible. Le 19 avril. merci. Ouais. Michael. Ensuite, on vient juste de le recevoir au bureau Ah. et je suis très content parce que lui aussi, c'est un de mes petits chouchous. C'est Mibugi Shiden tome 2 de Jiro Asada C'est super, et ça. Takumi Nagayasu. Ouais. C'est effectivement une Ah, excellente c'est un série. duo de... Euh, c'est très bien, ça. toujours un lettrage de Catherine Bouvier et une traduction d'Alexandre Goua. Toujours le gaufrage magnifique sur la couverture. Toujours une relecture traditionnelle et historique et réaliste du Shinsengumi. Toujours le destin d'un personnage complexe, du coup, littéralement. Sachant que c'est dans le tome 2 ou c'est dans le T3 ? Oui, dans le T2, on va un petit peu découvrir Yoshimura, du coup, qui est son fils, qui lui-même a un destin fascinant. J'ai fait la grave erreur d'aller me spoiler, parce qu'en fait, j'avais maté le film qui est adapté donc du roman de Jiro Asada, qui est adapté ici avec Mibugi Shiden, qui s'appelle When the Last Sword is Drawn aux US. Il n'est pas sorti en français, donc vous avez un DVD US si vous voulez le regarder. Donc je connais la fin de l'histoire, de fait, parce que le film va au bout du roman. Mais en fait, je ne connaissais pas l'histoire vraie de Yoshimura, le fils de notre héros. Et donc, je suis allé sur Wikipédia et je me suis fait spoiler. Mais j'espère que les auteurs le développent bien dans le manga derrière, parce qu'en fait, c'est fascinant. Je pensais vraiment qu'on allait surtout suivre notre protagoniste. Et en fait, son fils a un rôle ultra prépondérant dans l'histoire du Shinsengumi et dans ce Japon crépusculaire, du coup, la fin des samouraïs, l'arrivée du coup de la révolution industrielle et tout ça. Et Yoshimura pourrait être qualifié un peu comme un des tout derniers samouraïs. Après, je pense qu'il y a bagarre pour se dire qui était le vrai dernier samouraï. Il y a des gens qui se réclament encore. Qui s'appelle Les Derniers Samouraïs de Kenji Misumi. Tu parles Attends, les derniers samouraïs. Les Derniers Samouraïs Ah, de Kenji Misumi, le gars qui a fait Baby Cart. Oui, Et tout à fait. Et qui est un peu. Je pensais que tu allais me lancer sur Tom Cruise, c'est pour ça mon. Ah non, bah ça n'existe pas dans mon monde. mon ça, sourire. le film. Écoute, film pas si pire, si tu veux mon avis. Mais j'assume qu'à moitié ce que Je je ne viens de l'ai pas dire. vu, moi j'ai vu que Les Derniers Samouraïs. Ah bon, c'est vrai? Ouais. T'as pas vu? Non. C'est pas si pire. Tu me dis, écoute, tu regarderas. Tu me En tout diras cas, moi ce que j'ai très hâte de lire celui-là parce que je ne l'ai pas lu. t'en penses. Ouais, Et non, c'est en combien de tomes ça Alors, c'est cette en affaire 11 tomes en cours et le 12e tome sera le dernier. Et alors, il y a une parution très lente au Japon. D'accord. Je crois qu'on est à peu près sur un tome tous les ans et demi. Donc en fait, nous, le temps qu'on rattrape l'apparition de la série, le dernier tome sera sorti au Japon. Et donc, on pourra, nous, en fait, le publier comme si de rien n'était, entre guillemets. Parce que je crois que la série a démarré en 2003,
si je dis pas de bêtises, au Japon. Et ça s'apprête à s'achever là, presque 20 ans plus tard. Et C'est- c'est le tout dernier titre de Takumi Nagayasu, qui est une légende bien sûr. vivante du dessin de manga, qui a notamment fait Popoya, Love Letter, évidemment Mother Sarah, beaucoup d'autres titres, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y a peut-être une petite chance qu'un jour il soit publié chez Mangetsu. Et ce sera son tout dernier titre. Il est actuellement là, au moment où on se parle, bon, enfin là il fait dodo, je pense, à ce temps-là au Japon, mais en train de travailler sur les dernières planches de Mibugi Shiden, et donc d'enfin prendre sa retraite et de mettre un terme à sa carrière, sachant que c'est un auteur quand même cité par des petites personnes comme Katsuhiro Otomo, comme un des plus grands auteurs de tous les temps. Donc c'est tout sauf un détail. Ensuite, ce mois-ci, vous aurez aussi Keiji, tome 11, évidemment toujours l'excellent Tetsuhara. Alors, je ne vais pas tout vous raconter de ce qu'on s'est dit au Japon le mois dernier, mais on a passé un très bon moment avec les équipes de Hara Sensei. On espère pouvoir l'accueillir en France dans un futur plus ou moins proche. Alors, ne prenez pas ça pour 2023, hein. Je vous le dis, c'est pas lui notre invité de Japan Expo, on vous dira bientôt qui c'est. Mais en plus, il y a Tsukasa Ojo, son grand pote, qui du coup sera à Japan Expo, donc ils n'avaient pas envoyé et Tetsuhara et Tsukasa Ojo. Il faut qu'il y en ait un des deux qui garde la maison, puisque je vous rappelle qu'ils ont une maison d'édition commune qui s'appelle Koamix, avec qui on travaille notamment sur Keiji, Soten no Ken, Ikusanoko, Shigahime, Chiuran et beaucoup d'autres séries. En l'occurrence, Keiji tome 11, bon, c'est toujours pas le plus gros succès de chez Mangetsu, c'est toujours un peu un crève-cœur pour nous, évidemment, parce que moi je trouve la série toujours aussi marquante, hein, on rappelle Classic Absolute Shonen Jump entre autres, et que là on entre dans l'entrée de ce qui va être le dernier arc du coup au moment du tome 11. Nous en l'occurrence en prod, là on vient d'entamer le dernier arc. Et si vous voulez encore plus de Tetsuhara et de Keiji, chez nos copains de Picoma, vous avez la série suivante, qui n'est pas vraiment une suite, qui est une sorte de reboot, relaunch, remake, je ne sais jamais exactement quel terme employer, qui est dispo du coup là, en tout cas le tome 1 est sorti il y a peu de temps chez eux, et c'est Tetsuhara au scénario notamment, et c'est toujours le perso de Keiji Maeda. Et si vous lisez Ikusanoko, vous savez où je veux en venir. Ensuite, on a Ma revenante bien-aimée, tome 2, qui est juste là, qui est toujours très beau. Qui sort aujourd'hui. Qui sort aujourd'hui, lui, c'est ça, hein. Ouais. Les deux derniers sortiront le 19, et Ma revenante, lui, c'est aujourd'hui. Donc, Mibu et Keiji le 19, et Ma Ah. revenante est sortie aujourd'hui. Exactement. Oui, parce qu'il est chez Tsudoku depuis quelques jours. Et qu'on ventile. Et mais on ventile du feu de Dieu, figure-toi. Ma revenante bien-aimée, donc, alors, de Takeshi Wakasa, toujours évidemment, puisque l'auteur fait scénario-dessin. Moi, ça me fait méga triper. Si vous achetez le tome 2 dans une librairie, vous avez une planche de stickers qui vous est offerte, designée par Eichel, qui s'est bien tué au détourage sur chaque sticker. Donc, rendez-lui honneur si vous le collez sur votre ordi ou où vous voulez. Ah, c'est ça? Ah, mais oui, c'est vrai que tu les as collés, j'avais même pas vu. Toujours une traduction de notre cher Alexandre Fournier, traducteur de Rooster Fighter et du prochain titre dont on va vous parler derrière. Toujours une espèce de parodie géniale, justement des films d'horreur aussi, mais plutôt de J-horror du coup, et plutôt de J-horror années 2000. Donc notamment The Ring, Darkwater et tout ça que je cite très régulièrement. Mais c'est une comédie. Ne vous attendez pas à un truc qui serait de la pure J-horror. C'est évidemment une comédie romantique en l'occurrence. Je pense que son titre a un peu vendu la mèche. Et pour vous faire tout à fait des confidences, bon, le lancement du tome 1, ça n'a pas été la folie. Je suis un peu déçu parce que je pense que c'est une série qui peut plaire vraiment au plus grand nombre, en l'occurrence. Je ne suis pas certain qu'il y ait besoin d'avoir toutes les références à la J-horror du monde, et je pense moi-même que je passe à côté de beaucoup de références quand je lis la série. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je me tape des bonnes barres dessus, et que je trouve ça cool d'avoir des comédies romantiques vraiment différentes et qui sortent du lot de cette manière. Donc en plus, le vernis est beaucoup plus visible sur le tome 2 que sur le tome 1. Parce qu'il y avait bien un vernis sur le tome 1. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Et d'ailleurs, c'est les mêmes effets qu'il y a juste ici. Et voilà, les coupes sont très belles. On a un beau petit travail dessus. Nous, en interne, je vous avoue que c'est un peu une série chouchoute où on s'éclate tous dessus. Et on se marre bien avec les traces d'Alexandre au niveau des jeux de mots, au niveau des vannes et tout ça. Donc voilà, si vous avez loupé le train il y a 2 mois, du coup, pour Ma revenante bien-aimée tome 1, qui est sorti au moment de la Saint-Valentin, au mois de février, et bien vous pouvez vous rattraper avec le tome 2 qui est donc dispo depuis aujourd'hui en librairie. Ensuite, on se le garde pour la fin, parce que c'est quand même le gros morceau, et qu'on a beaucoup de choses à se dire avec Jérôme à ce sujet, n'est-ce pas? Chihuran, tome 13, qui est juste là. Évidemment, toujours une trad de Nesrine, toujours un super lettrage de Farid, et vous avez vu notre cher protagoniste qui a une belle coupe de cheveux, ça ne regarde que lui, hein, finalement. Et c'est
Ce tome-là, ok, c'est bien celui-ci. Je voulais, parce que comme Chihoran, on sort un tome tous les 2 mois, je vous avoue que je commence à être un peu perdu en prod entre ce qui est sorti et ce qu'on travaille. Et c'est la fin de la bagarre au sein du Shinsengumi, en tout cas de la relation, enfin du conflit fratricide qu'il y a au sein du Shinsengumi. C'est vraiment un très très bon tome. Alors pour le coup, en plus, vous avez Okita, qui moi est mon perso préféré, qui passe la seconde très très fort dans ce tome-là. Okita, qui d'ailleurs, si vous jouez à Yakuza, j'ai perdu le nom, mais le dernier Yakuza qui est ressorti, Like a Dragon, c'est ça, Yakuza Ishin, là, qui est ressorti sur PS5. Vraiment, Okita, j'aime beaucoup Toshizo, hein, mais Okita, meilleur perso. Vraiment, parce que je pense qu'il était vraiment tout petit dans la vraie vie, puisque chaque fois qu'on a une sorte de Shinsengumi, il est tout petit. Et vraiment, personnage énorme, ça devait être un sacré sabreur parce que... Mais il est dans un animé. Putain, c'est même le même design que dans Oui, Chihoran. il est dans l'animé Valkyrie Apocalypse. Exact, ouais. Puisque le scénariste de Valkyrie Apocalypse est le même scénariste que Chihoran, et que dans Valkyrie Apocalypse, à un moment donné, 2 persos du Shinsengumi représentent l'humanité dans le Colisée pour se taper contre les dieux, et que c'est les 2 persos tels qu'ils apparaissent dans Chihoran derrière. Ah, c'est Et ouf, ça. effectivement, il y a Okita. Il me semble que c'est Okita La grosse brute avec les yeux. et la brutasse, mais pas Serizawa, l'autre, Ouais, l'autre. du coup, Celui dont qui est- je perds le nom. Il a l'air tout mignon avec ses yeux fermés. Là. Exact. Celui qui fait à bouffer, c'est dégueulasse à chaque fois. Ouais, Voilà, c'est celui-là. comme ça que je le retiens. Donc j'ai perdu son nom, désolé. Mais effectivement, si vous matez l'animé Valkyrie Apocalypse, des persos de Chihoran apparaissent dedans. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que vous avez un anime de Chihoran qui est dispo sur Crunchyroll. C'est de Chihoran l'anime Chibi. XD, du coup, avec des chibis et tout ça. Et que la série s'achève au Japon le mois prochain, avec son tome 35, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est la fin du voyage pour Chihoran. Et alors pour le coup, pour suivre la série dans sa parution VO, c'est bien spectaculaire la fin. Là, il y a... Puis bon, préparez les mouchoirs, parce que pareil, vous avez le droit de vous spoiler sur Wikipédia, hein, mais elle n'est pas forcément hyper heureuse, la fin du Shinsengumi. Vous imaginez bien qu'ils se sont un peu pris un mur à un moment donné. Enfin, un mur qui s'appelle les armes à feu, quoi. Et ensuite, c'est le très très gros morceau, évidemment. On est obligé de vous en parler aujourd'hui parce que c'est le dernier Tsukimi avant sa sortie. Celui-là, je connais la date de sortie par cœur, c'est le 26 avril prochain. C'est Ron Kamonohashi de Akira Amano. Ce que je tiens dans la main, c'est le superbe coffret collector designé par Luchisco, qui est vraiment sublime de toutes parts, sur toutes les faces. On a même réussi à planquer le code barre juste ici pour pas qu'il soit trop intrusif quand vous le rangez. Avec ce magnifique visuel, du coup, sur le plat 1, on peut appeler ça un plat 1. Même sur un étui, je déteste le mot étui, ça me met un peu mal à l'aise. Mais Aïkol, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du contenu de ce collector, sur lequel on a quand même bien cravaché, je vous avoue, il y a quelques dizaines d'heures de boulot qui sont passées dans la réflexion autour de tout ça. Bah ok, donc forcément, quand on avait réfléchi à une édition collector, on avait réfléchi directement à faire un lancement simultané. Donc c'est dit, tout de suite, on va faire un étui. Et après, on a réfléchi sur le contenu. L'idée du standy, il était venu parce qu'on avait une illustration de Ron, je vais vous la montrer, qu'on avait trouvé très très stylée. Donc c'est celle-ci, si j'arrive à, on arrive à voir. Ah, la voici. Voilà, c'était celle-ci, on a bien apprécié. On avait fait plusieurs tests, on les avait envoyés du côté des ayants droit. Maintenant, les ayants droit ont un droit de regard et un droit de retour. Donc on a opté sur ce visuel-là. Donc vous allez voir qu'il y a une serrure avec des pièces de puzzle, parce que c'est littéralement sa phrase qui dit tout le temps les pièces de puzzle sont en train de s'assembler. Donc je voulais faire écho plus ou moins à ce qu'il dit. Et du coup, ça c'était le standy qui est très quali. Moi, C'est à la fois une serrure et un oméga aussi. Exact. Mais bon, on peut pas trop spoiler, c'est tome 3. Donc... Et ça, par contre, c'est le petit bijou. Parce que, alors, Ron a un tatouage, vous pouvez le voir sur quelques visuels. Cicatrice, Juste ici. Ouais, une petite cicatrice. Et chez Brage, on avait plein de titres avec des tatouages éphémères, etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire la même chose avec Ron. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a un tatouage. Donc, vous pouvez être dans la peau du personnage tout en lisant le manga avec cette édition-là. Sachant que, tiens, fais voir le tatouage, tiens. je vais juste le montrer à la caméra juste ici. Regardez-le bien, car ce tatouage contient un indice énorme sur la généalogie de Ron, qui a des ancêtres que vous connaissez au moins de nom. Et que, en fait, en vrai, c'est chaud quand même, je pense, si vous n'avez pas le contexte, mais il y a quelque chose à lire dans le tatouage, là-dedans, dans cette cicatrice. Qu'en fait, cette cicatrice est au cœur de tout le passé tumultueux de Ron. Ouais. Pour vous pitcher la série rapidement et sans rien spoiler, donc Ron est un détective hors pair, qui est le meilleur élève de l'histoire de l'Académie Blue, qui est l'académie des meilleurs détectives du monde. Il est tellement balèze qu'aucun mystère ne lui résiste. Et sans qu'on sache pourquoi, pendant longtemps, il va être radié.
Et en fait, il va être radié parce qu'un jour, il passe une sorte d'épreuve à l'académie et il est retrouvé couteau ensanglanté à la main avec plein de cadavres autour de lui. Et en fait, il a blackout et il aurait assassiné tout le monde autour de lui. Ce qui évidemment cadre qu'à moitié avec l'idée d'un héros, notamment d'un héros Shueisha Shonen Jump Akira Amano, vous imaginez bien. Donc il y a un peu une vraie vérité à aller chercher derrière ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Ron a une malédiction, on peut je pense appeler ça comme ça, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il va résoudre une enquête, ce qui pour lui n'est pas vraiment difficile, en tout cas, surtout sur les enquêtes où on découvre le personnage au départ, parce qu'évidemment ça va se corser et il a des némésis, eux aussi très identifiés. En gros, il va pousser le fautif, donc le coupable, qui est souvent un meurtrier du coup, en tout cas dans beaucoup d'affaires, au suicide, en lui disant les cafards comme toi n'ont pas leur place dans le monde, saute, ou des fois ça va être écrase-toi la gueule contre le sol jusqu'à en mourir, etc. Et en fait, ça vient pas de nulle part. Et quand vous allez lire les 2 premiers tomes, vous allez vraiment découvrir le personnage. Vous allez bien vous douter qu'il cache quelque chose derrière, et vous allez surtout découvrir son sidekick qui lui s'appelle Totomaru Ichiki, qui est l'image absolue du sidekick, en gros, de mec hyper sympa et tout, qui est un enquêteur de police pas forcément très doué et qui se tape que les affaires un peu reloues, c'est les chats disparus, etc. Et qui, lui, va devoir aller chercher Ron et le convaincre de le suivre pour résoudre des enquêtes. Et en fait, de cette relation complexe au départ va naître une super belle amitié de 2 personnages qui sont littéralement comme chien et chat et qui d'ailleurs même en termes de design sont vraiment très complémentaires. Vous avez un petit blond, un grand brun ténébreux et tout ça. Et en fait, ce qui est charmé à la lecture, c'est qu'au début tu dis bon Totomaru ok, mais en fait le héros c'est Ron. Et au final, il y a tout un jeu là-dessus. Et moi j'en suis aujourd'hui à préférer Totomaru presque à Ron parce que je trouve le personnage trop adorable. Plus tout un décorum de personnages au sein du commissariat, alors qu'on ne voit pas beaucoup, ils sont beaucoup en vadrouille nos personnages, ce qui est une des grandes qualités d'Akira Amano dans toute sa carrière, c'est qu'on voyage énormément et que les persos Même dans les bougent. couvertures. Et même dans les couvertures, oui d'ailleurs, petit aparté sur les couves. Ils sont super. Vas-y, Michael. Les couvertures, vous allez voir, elles ont tous un jeu de couleurs que j'aime énormément. Donc je vais vous le montrer par exemple sur le tome 1. On va retrouver ce petit orange qui est très discret, mais qui pète un peu comme un Pantone, hein. C'est très discret, ça pète. Et pareil sur le tome 2, vous allez retrouver par exemple le bleu là, c'est cool parce que ça suit mes trucs. Sur le tome 2, ce sera ce petit bleu qui est sa chemise qui pète et qui ressort. Et Tom a tenté, enfin Spade du coup a fait ressortir ça par le biais des logos aussi. Et surtout, avant de vous évoquer l'animé et toutes les surprises qui sont prévues autour de cette sortie, bien évidemment, regardez. Bon, alors déjà, non, on va pas commencer par toutes les méga surprises. Ah oui. Vous avez des belles pages couleurs en intro, juste ici, et vous n'en avez pas qu'une seule. Il y a une parce que double vous page avez qui est toutes. insane. Voilà, et vous avez 7 doubles pages hyper marquantes. Alors 100% Ace Attorney hein, pour le coup. Vraiment très beau papier. À lettrage, on s'est beaucoup pris la tête aussi sur les différentes typos parce qu'il y a une typo qui correspond aussi à un certain phrasé, un certain parler ou en tout cas un état du personnage. Et vraiment, on a mis les petits plats dans les grands et surtout, regardez, c'est la raison pour laquelle on a voulu. Je me souviens que quand on a accueilli la Fab au tout début de la saison 2 de Tsukimi, on vous a parlé de potentiellement des jaquettes transparentes. Et bien en fait, c'était pour Ron Kamonohashi à ce moment-là. On n'a pas pu les faire pour X mille raisons que je vous détaillerai si on se croise. Mais en fait, si vous soulevez, vous avez la même baignoire que sur la jaquette. Regardez dans une baignoire là, mais la baignoire est vide. Et en fait, derrière la jaquette, si vous la prenez comme ça et que vous la dépliez, toutes les jaquettes sont wraparound, c'est-à-dire qu'il y a une illustration qui fait tout le tour. Vous avez du coup le sol de sa salle de bain qui est juste là. Et en fait, si vous soulevez la jaquette comme ça, et ben vous avez là aussi le sol, sauf que vous avez Ron qui est allongé avec son chat derrière. Et en fait, c'est un gimmick qui est repris sur toutes les couvertures. Notamment, c'est le tome 2, dans le tome 3, il est dans sa voiture du coup. Ouais. Donc vous avez son espèce de Cadillac vide du coup en dessous. Et le tome 2 que vous avez juste là, où il est sur les marches, qui rappelle un certain enquêteur bien connu c'est Downing Street, c'est ça? Ah oui. L'adresse de monsieur... Détective Conan, ouais. Merci. Et vous avez du coup la même chose. Elle est où la cam? Elle est là, juste ici, avec Totomaru qui le regarde d'en dessous. Donc c'est lui, Totomaru, juste là, du coup. Voilà. Et vous avez ce gimmick sur toutes les couvertures. Vraiment,
C'est du très très bel ouvrage de fabrication et tout. J'espère que vous serez contents. Moi, pour le coup, je ne vais pas vous mentir, je suis très agréablement surpris par la qualité de l'étui et tout qu'on propose. Et chaque tome est vendu à 7,90 €. L'étui est à 19,90 €. Donc vous avez le standy et le tatouage. En plus, les quantités sont limitées sur le collector, comme n'importe quel collector. Et lui, pour le coup, on ne le réimprimera pas. Ça, c'est pas possible. Ça fait partie du contrat avec Shueisha. Et vraiment, merci infiniment à Shueisha. Déjà pour leur accueil à Tokyo, parce que c'était mortel et que j'ai pu personnellement réaliser un petit rêve en visitant les locaux du Shonen Jump. Mais surtout parce qu'ils ont été super cool avec nous sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on essaye de faire autour du lancement de Ron Kamonohashi. J'espère qu'on pourra bientôt vous montrer le trailer qui a été réalisé avec une super voix off où Aikel a fait un super boulot vraiment du début à la fin. Vous avez même deux versions, une version qui passera en télé, notamment sur Game One, G1, etc. Et une version qui fera 50-55 secondes qui sera diffusée sur nos réseaux, sur YouTube, etc. Et vraiment, voilà. Nous, en tout cas, c'est sûr, on n'a jamais autant taffé un lancement, moi, dans ma carrière tout court, que celui de Ron Kamonohashi. Vous allez avoir énormément de choses, des habillages sur des sites que vous devez fréquenter régulièrement et tout. Donc, c'est un enjeu énorme pour nous. C'est surtout une série excellente. L'honneur de ouf d'accueillir une autrice comme Akira Amano au sein de Mangetsu. La rockstar du Jump, comme on l'appelle. La rockstar du Jump, exactement. Pour le coup, Akira Amano est vraiment une rockstar au Japon. C'est vraiment une autrice qui est extrêmement identifiée, qui a régulièrement des expos qui lui sont consacrés et tout ça. Savoir que Reborn, au Japon, c'est énorme, en fait. Et donc, Ron Kamonohashi aussi. Raison pour laquelle, en octobre 2023, cette année, vous aurez un animé Ron Kamonohashi sur Crunchyroll, entre pile poil la sortie du tome 4 et la sortie du tome 5, puisque à Japan Expo, vous aurez le tome 3, à la rentrée littéraire en septembre, vous aurez le tome 4, en octobre, on se retrouve pour l'animé, du coup, qu'on attend, nous, très très fort. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que Ron est un peu plus bulky, je trouve, dans les trailers de l'animé. Il va à la salle, en fait. Il y a un truc où tu sens que... et au mois de novembre, du coup, en fin d'année, vous aurez déjà le tome 5, sachant qu'au Japon, il y a 10 tomes à date, et que c'est une belle passe D pour mon ami Jérôme. Tu as eu l'honneur d'avoir la seule interview française d'Akira Amano pour le lancement de Ron Kamonohashi, et que tu es le seul à connaître les réponses à tes questions, du coup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Eh bien oui. Eh bien ça s'est passé très simplement, grâce à toi. Grâce à Et Stéphanie aussi, et à surtout. Stéphanie et à toute l'équipe de Mangetsu. Et à Yoshie aussi, qu'on remercie très très fort. On remercie tout le monde, et surtout l'autrice. Eh bien, c'est très simple. J'ai lu les PDF, j'ai préparé des questions, mais il fallait faire des questions, pas beaucoup de questions, parce que avec les Japonais, il y a tout un cérémonial et qu'il faut respecter. Et c'est une autrice qui est extrêmement busy, Voilà. particulièrement avec l'anime. Du coup, aujourd'hui, on comprend aussi pourquoi. Son emploi du temps est extrêmement chargé, donc forcément, elle n'a pas forcément le temps de répondre à beaucoup de questions. Donc, on lui a posé une dizaine de questions. Et donc, des questions sur la jeunesse de l'œuvre, des questions aussi sur pourquoi il s'est passé autant de temps entre ses œuvres. Il y a une question assez intéressante, une réponse assez intéressante aussi sur, vu que c'est sur la plateforme Jump Plus, ouais, Jump Plus, tout à fait. elle raconte en fait son travail avec la plateforme et comment ça la libère en fait par rapport à la prépublication dans le journal et comment en fait elle travaille à son rythme. En fait, si elle est fatiguée, qu'elle veut s'arrêter, elle le fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça revient beaucoup, ça, chez les auteurs du Jump Plus. Ouais. Hein. Que c'est une vraie soupape, quoi, de ne pas être condamné à Il n'y ces a pas ces 25 pages exigences printées toutes les semaines. ouais. Et donc vraiment, tu sentais, même dans les réponses, tu sens qu'elle a pris son temps aussi pour développer. On a parlé aussi des influences. Il y a des symboles aussi que tu n'as pas évoqués, mais il y a aussi un symbole qui revient régulièrement dans le manga. Un animal, et donc ça, on a évoqué aussi cette symbolique qui est hyper importante dans le manga. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Elle en parle de ça, du coup, dans l'interview ? Ouais, elle en parle. Excellent, excellent. Et on a aussi évidemment parlé jusqu'où elle envisage d'aller dans son manga. Est-ce qu'elle a déjà la fin ? Et c'est assez marrant parce qu'en fait, elle a que 2-3 chapitres d'avance en tête. En fait. Et donc ce sera publié évidemment le jour de la sortie du manga. Ah, c'est vrai ? Bien sûr. C'était ma prochaine question, c'était quand est-ce qu'on pourra la lire, cette interview ? Donc le 26 avril. Le 26 avril. Ouais, tout à Ouais, fait. C'est cool. C'est normal. Mortel. Mais du coup, je repensais à un truc. Ouais. Non, pas du tout. Mais je Tu veux un repensais. petit cachou ? Est-ce que quand tu lui en avais un peu parlé par rapport au Jump Plus, est-ce qu'elle t'a expliqué, enfin, je pense qu'elle t'a expliqué la genèse du manga, mais Oui. est-ce qu'il y a eu un lien direct entre le manga et la plateforme ou c'est juste, enfin, qu'est-ce qui est venu en premier ? Je n'ai aucun souvenir de ça dans ses réponses. Je ne crois pas qu'elle l'ait abordé. D'accord. Sachant que moi j'ai une anecdote. Merci Kevin. Merci beaucoup. Tiens Jérôme, Merci pardon. beaucoup. T'as même pas de bouteille d'eau. Plus les gens sont des habits, moins on les. J'ai des Kinder Bueno, si tu veux. Il a des Maltesers, c'est tout, il s'est mis bien.
Qu'est-ce que je voulais... Oui, anecdote rigolote, la rédaction du Jump Plus est la même rédaction que le Shonen Jump en fait. Ouais. Les éditeurs travaillent ensemble en fait d'accord. sur le Jump Plus et le Jump. C'est pas genre le truc du fond pour les projets un peu incubateurs ou quoi. Et aujourd'hui, l'importance du Jump Plus est la même que celle du Shonen Jump pour Shueisha. Je vais vous donner une stat de zinzin. Au Japon, c'est une vraie stat. 66,6, donc ça fait 666 facile à retenir, % des mangas sont des mangas numériques. C'est-à-dire que dans les ventes de mangas, il n'y a que 33% aujourd'hui qui sont encore du papier au Japon. 66,6%. Ça va notamment avec l'essor de plateformes comme Picoma, qui sont absolument colossales au Japon. Mais donc c'est taré de se dire que 2 mangas sur 3, littéralement, sont lus en numérique. Et donc là-bas, le Jump Plus a une importance énorme. De toute façon, on voit bien, les séries qui sortent du Jump Plus, c'est les plus gros cartons actuellement en France. C'est Kaiju numéro 8, c'est Chainsaw Man, enfin Chainsaw un peu une... Lui, il a fait sa il transition. voyage un peu du coup en l'occurrence. Mais il y a énormément de séries, Dandadan aussi, qui est une série Jump Plus qui est absolument excellente, vous savez. Et donc en fait, c'est vraiment très important pour eux éditorialement. C'est la raison pour laquelle on retrouve des grands auteurs, en fait, notamment comme Akira Amano, sur cette plateforme. Et Akira Amano a été, alors non pas une des premières, il y a eu d'autres auteurs avant elle, mais elle a été vraiment lancée comme une des stars mangaka qui arrivait sur cette plateforme aussi pour l'essor de la plateforme. Et aujourd'hui, c'est mortel de voir que Ron Kamonohashi, qui a une série qui a vraiment son public au Japon, arrive au moment de son tome 10 en anime et tout ça. Et donc, bon, nous, on a de la chance parce qu'on arrive à peu près au même moment en France. Et vraiment, j'espère que ça vous plaira parce que c'est affublé du Jump et tout ça, évidemment. Et en même temps, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que c'est pas une série où vous allez avoir évidemment des super pouvoirs, il n'y a pas des ninjas de Konoha et tout à l'intérieur. Et en même temps, il y a une vraie dynamique d'action parce que ça reste Shueisha, ça reste le Jump, ça reste vraiment voilà, de la lecture d'aventure, quoi. Et je trouve qu'elle gère particulièrement bien les dynamiques entre ces persos, notamment nous au niveau du texte français, je peux vous le dire, on s'est éclaté au niveau des dialogues entre les personnages, à les faire sonner, notamment Totomaru et Ron n'ont pas le même niveau de langue du tout. Ron, c'est un personnage qui est hautement cynique, évidemment, avec sa grande intelligence, tandis que Totomaru est vraiment le petit naïf, et en même temps les deux persos évoluent vraiment et tout ça. Et je trouve que c'est une série qui évolue très bien sur la durée. J'espère vraiment que vous partirez avec nous. Je pense sincèrement que c'est une série très quali, et donc elle peut plaire à absolument tout le monde, et qu'en plus elle a ce degré d'universalité. Moi j'étais étonné, parce que c'est pas mon truc, moi l'histoire de détective au départ, je suis pas un dingo d'histoire de détective, c'est pas un king que j'ai particulièrement. Et en fait, plus là on communique sur la série, plus on voit une communauté de gens qui débarquent chez Mangetsu, qui eux en fait sont des vrais lecteurs de trucs de détective, donc qui vraiment de Conan Doyle à Agatha Christie et tout ça, vont vraiment suivre toutes les histoires qui vont tourner autour des détectives. Et pour le coup, que ce soit les petits mini-jeux qu'il y a entre les chapitres, où du coup elle est aidée par un assistant qui remercie d'ailleurs à la fois, à chaque fois. Vous avez des énigmes dans le tome 1, vous avez la résolution dans le tome 2 et tout. Enfin, tout ça est très ludique, quoi. Je trouve que les énigmes sont super bien construites. À chaque fois, il y a une vraie résolution, notamment dans le phare, du coup, à la fin du tome 2 et tout, il y a un vrai truc. Et plus ça va, plus le fil rouge prend de la place. Et le fil rouge, lui, évidemment, est beaucoup plus grand que les petites affaires qu'ils vont résoudre de temps en temps. Et voilà, vraiment, c'est une excellente série. Donc, venez découvrir, s'il vous plaît, Ron Kamonohashi, tome 1 et 2, le 26 avril en librairie. Et puis après, vous aurez un tome tous les 2 mois jusqu'à ce qu'on rattrape l'apparition japonaise, tout simplement. Et donc, on va vous en reparler toute l'année, et l'année prochaine, et l'année d'après, et voilà. Et sur BFM. Et sur BFM. C'est pas tous les jours qu'on peut dire ça. Mon cher Jérôme, merci pour la passe D. C'était les sorties du mois. Vous avez vu, on a beaucoup de sorties. Ah, j'ai oublié le concours, ça y est. Bah, du coup, la sortie du mois avant Ron, c'est Night. Donc, on fait gagner le tome 1 de Night. On en a parlé en début d'émission. Et on tape quoi? On tape Miaou dans le chat? Miaou, c'est exactement c'est vrai ça. Miaou. Franchement, c'était ça, Miaou. J'ai dit envoyer le Miaou dans le chat et là, c'est parti. Allez, le chat, vous appelez Miaou et puis dans une petite minute, on vous retrouve. Quant à nous, on va parler de Jérôme Laslas, de son enfance, de sa carrière. Il s'installe sur le divan. Ça va être un très grand moment. Jugen, c'est parti. Non, M-I-A-O-U dans le chat pour le Miaou. Mon cher Jérôme, alors, je sais beaucoup de choses sur toi, mais en fait pas tant que ça. Et donc j'ai envie de découvrir d'où te vient c'est pour ça que tu m'as fait cette venir. passion de la comédie française, notamment des pires comédies françaises, puisque Jérôme, il faut le savoir, n'est pas connu que pour ses très bons papiers sur le monde de la BD. Il est connu pour ses rétrospectives du pire de la comédie, du pire et du meilleur aussi. Sachant que tout ça est très subjectif avec lui, parce qu'il a des goûts, des fois, je vous dis, J'ai des goûts déviants. border déviant. Ouais. Vraiment déviants, ouais. Non, plutôt que de parler comédie française, même si je pense que ça va forcément arriver au moment, Fabien Antondiente sort de ce corps. Parlons un petit peu BD, Jérôme. Est-ce que tu BD. peux me retracer un petit peu comment le petit Jérôme découvre cet art fabuleux qu'est le 9e art,
Et comment tu tombes, alors pas que dans le manga, parce que tu es aussi un grand lecteur de franco-belge et de comics aussi, donc on peut parler un petit peu de tout ça et ça nous permettra de faire de la pub pour de très bons albums. Est-ce que tu peux retracer un petit peu tout ça, de ta plus tendre enfance à BFM? Alors en fait c'est assez simple, c'est-à-dire que en fait moi mes parents sont profs de français. Ok. Lettres modernes, lettres classiques. Donc en fait ma mère, lettres classiques elle est prof de français mais aussi de latin et de grec. Donc moi j'ai toujours grandi dans un univers où il y avait beaucoup de livres. Ok. Tous les livres, tous les murs pardon, de l'appartement étaient remplis de livres. Et il y avait quelques BD. Et en fait, moi, j'ai grandi uniquement avec en fait, les BD des années 40, 50, 60. Ok. Moi, c'était l'âge d'or en fait, du Lombard et de Dupuis. Tu Ok. vois, c'était Johannes et Pierre 8, Black et Mortimer, Tintin. Bob et Bobette, Tintin, Astérix, Lucky Luke, genre les Bob de Mort, Jacques Martin. Tu vois, moi, j'ai grandi tu vois, avec Jacques Martin et Alix et Lefranc qui sont maintenant un peu tombés en désuétude. Genre, je suis vraiment Il y a eu un reboot d'Alix il n'y a pas très Il y a longtemps. eu un reboot, mais tu vois, ça parle quand même comme le reboot de Black et Mortimer à un public assez âgé et nostalgique. Et moi, vraiment, j'adore au premier degré Alix, enfin les albums de Martin. Hein. J'ai pas vraiment lu les reprises, mais vraiment, j'ai grandi avec ça. Je les ai lus en boucle et je les connais par cœur. Et j'ai vraiment grandi qu'avec ces BD-là, en fait. Et pour moi, la bande dessinée, en gros, c'était des trucs faits entre les années 40 et 70. Ok. Grand max pour les Martins. Et en fait, Puisque tu es né fin des années 80, on je a suis à né peu en près le même âge. 90. 90, Je ok. suis né en décembre 90. Et en fait, c'est pareil pour le cinéma. C'est-à-dire que moi, mon père me montrait que des films entre les années 30 et les années 70. Et pour moi, Ok. en gros, jusqu'au collège, lycée, en fait, fin du collège, en fait, grosso modo, le cinéma, c'était... les films récents, ça pouvait pas être des bons films. Ok. Un bon film ne pouvait être que être un film ancien. Et c'était un peu pareil pour la BD, en fait. Je lisais que des choses comme ça. Après, tu vois, c'est des bouquins fabuleux. Enfin, tu relis Machereau ou Tilleux, tu relis... tu vois, Gilles Jourdan, des trucs comme ça, il y a les premiers Franquin, les premiers Spirou, il y a des trucs assez incroyables, quoi. Ah oui, c'est clair. Ouais, ouais. Et même, tu vois, moi, j'ai beaucoup lu Bob et Bobette, qui est une série pas du tout connue en France, qui est une série belge hyper connue. Ouais, c'est très très belge, belge, Bob et Bobette, Bob et ouais, Bobette. ouais. Alors, il y a des bouquins qui sont absolument sexistes, des bouquins qui sont absolument racistes, et en même temps, il se passe toujours des aventures, il y a des trucs toujours fabuleux, il y a toujours plein d'inventivité, et j'ai grandi avec ces bouquins-là. Et évidemment, tu sais, tu vis pas, t'es pas juste cloîtré chez toi, donc en fait, tu rencontres des gens. Et évidemment, au collège et en primaire, tu rencontres des gens qui lisent des mangas. Et moi,